À l'extrémité du plateau de Leucate, la sensation d'être à la proue d'un navire, un éperon rocheux en surplomb de la Méditerranée, emblématique d'un pays où la terre et la mer s'imbriquent pour créer des paysages inclassables. C'est l'endroit idéal pour vous donner envie de parcourir avec nous un territoire où les éléments, le soleil, le vent, l'eau, jouent les premiers rôles. Châteaux, salines, paysages naturels, des lieux d'une beauté saisissante où les hommes ont écrit des histoires singulières, cap sur les Corbières maritimes. C'est une terre amphibie, où lorsque les oiseaux dessinent leur vol, on finit par ne plus savoir où se trouve la frontière qui sépare le ciel de la mer. Les Corbières maritimes, le pays où la montagne s'arrête pour plonger dans la Méditerranée. Située au sud de Narbonne, à cheval sur les départements de l'Aude et des Pyrénées-Orientales, cette bande de terre qui longe la mer a de tout temps été au cœur de l'histoire des hommes. C'est ici que passait la voie de communication ancestrale mise en place dès le IIe siècle avant Jésus-Christ, la Via Domitia, une route romaine qui reliait l'Italie à la péninsule ibérique. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si on trouve à cet endroit l'une des plus impressionnantes forteresses du sud de la France, le château de Sals. Au XVIe siècle, ici, Jacqueline, on est où en fait? En France ou en Espagne? En Espagne, le royaume d'Aragon et de Castille. Ferdinand, roi d'Aragon, a fait bâtir en 1497 jusqu'à 1503 ce monument pour barrer l'attaque des Français. C'est un bâtiment militaire qui a donc une fonction stratégique, utilitaire. Et quand on le voit le matin, dans cette lumière du soleil levant, il est d'une beauté inouïe. C'est frappant quand même. Hein. La brique est rouge, la brique du Roussillon, bien entendu. Et ça donne cet éclat de lumière, avec une couleur très chatoyante. Et en même temps, quelque chose de chaud. Et c'est d'ailleurs une particularité, on peut se sentir très bien dans un lieu qui a été quand même un lieu de combat permanent pendant près de 3 siècles. Construit en plaine, sans protection naturelle et non sur un point haut comme il est d'usage, l'édifice ne ressemble à aucun autre en Europe. Car c'est la première fois que l'on imagine une telle parade à l'innovation de l'artillerie. Pour soustraire le plus possible la forteresse au tir des boulets métalliques, l'architecte Francisco Ramiro López décide en effet d'enfoncer le bâtiment dans le sol. L'homme vient tout juste de restaurer et fortifier l'Alhambra à Grenade. Il va s'en inspirer pour faire de Sals son chef-d'œuvre. Elle est immense, cette cour. Combien d'hommes pouvaient accueillir la forteresse? En temps de guerre, 1500 hommes, plus de 300 chevaux. Puisque contrairement à ce qu'on peut imaginer, ce n'est pas uniquement une place de défense, c'est aussi une place où on va attaquer l'ennemi par des raids. Et 1500 soldats qui vivaient en autarcie, parfois pendant 1 mois, 2 mois ou 3 mois, selon les périodes un peu difficiles qu'a connues le monument. Tu te souviens de la première fois que tu as découvert, toi, cette forteresse J'étais petite. C'est vrai? T'avais quel âge? J'étais petite, je venais avec ma grand-mère, qui est du coin. Je devais avoir une dizaine d'années. Ah ouais. Et Ça a joué dans ta vocation? sûrement. Moi, je suis très, très impressionné, je dois te le dire. C'est la première fois que je découvre cet endroit. C'est un endroit qui aspire à se poser.
C'est pas un musée, c'est un lieu où on a vécu, on peut en parler d'une manière très concrète. C'est un lieu aussi où on est mort, sous nos pieds, là, il y a des centaines de morts. On grimpe. Et là, on se rend compte que toutes les marches ne sont pas faites pour faciliter notre avancée, mais au contraire, l'arrêter. Ah Donc oui. les marches sont beaucoup plus hautes et elles sont inégales. Tout est pensé, hein. Vraiment rien n'est laissé au hasard. Et puis ici, eh bien, on est dans les parties où on surveille en hauteur et où on va accéder au donjon. Donc là, on ne sait pas où on va. Je te Si confirme, on est un je ennemi. sais pas. Et ce qui est terrible, c'est qu'on sait qu'à l'autre bout, on a des fusils qui nous attendent, voire des petits canons. Et là, si je suis défenseur, j'attaque. Là. Le destin de la forteresse de Salles se bascule en 1659. Suite au traité des Pyrénées, le comté du Roussillon devient français. Avec cette nouvelle frontière qui se retrouve 50 km plus au sud, le château perd l'essentiel de son intérêt militaire. Au fil des siècles, on envisage à plusieurs reprises de le démolir. Après de longues périodes d'abandon, la forteresse, classée monument historique, est finalement sauvée. La question est peut-être un peu provocatrice, mais quel sens ça a de conserver un lieu comme celui-ci? Je pense que ça a d'abord un devoir. Il y a un devoir par rapport à ce qu'on nous a légué, puisque c'est un monument d'État, hein, c'est un monument qui appartient au peuple français aujourd'hui. Mais ça va au-delà, parce que finalement, on est au XXIe siècle. On accueille beaucoup de Français, mais beaucoup aussi d'étrangers et de Catalans, d'Espagnols. Les ennemis d'hier. Les quoi. ennemis d'hier qui viennent s'amuser, qui viennent fraterniser ici. Mais en fait, nous, on ouvre les portes aujourd'hui, on ouvre les bras. Et c'est ce qui fait vraiment peut-être l'extraordinaire passage du temps entre un lieu qui a été prévu pour fermer et l'autre qui est maintenant là pour ouvrir. Si la forteresse de Salles a échappé au démantèlement, il n'en est pas de même pour le château de Leucate, son pendant côté français. Il ne reste plus que les ruines de cette bâtisse transformée à la Renaissance par une poignée d'architectes italiens, dont Léonard de Vinci, en une forteresse aussi perfectionnée que sa rivale espagnole. Ce château est la porte d'entrée de l'immense plateau de Leucate, la perle du Roussillon, qui s'étend le long de la Méditerranée sur 16 km. Nicolas Guillepin connaît cet endroit dans ses moindres recoins. Avec lui, nous découvrons les histoires que racontent ces paysages, la façon dont la nature et les hommes ont toujours su dialoguer. Ce point culminant ici, il a un intérêt un petit peu particulier. C'est comme c'était une grosse butte, la dominante essentiellement rocheuse, pas de culture possible. Du coup, comme les hommes étaient toujours dans la recherche de valorisation et utiliser le moindre mètre carré sur ce plateau, c'est le pastoralisme qui s'est développé. Moi, j'ai l'impression d'être sur un champ de pierre. Il y en a partout, des cailloux, et oui. puis en même temps, il y a ces murets. Voilà, je sais pas combien il y a de kilomètres de murets sur le plateau, mais c'est juste impressionnant. Hein. Ah oui, c'est gigantesque. Le travail que les hommes ont dû réaliser à l'époque pour réussir à pouvoir utiliser et valoriser ces quelques espaces, ou ces maigres espaces où on voulait faire pâturer les brebis. On a eu jusqu'à 2000 brebis ici sur le plateau, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel, malgré la rudesse du milieu. Et tu vois, des murets qui sont parfois très très larges. On en a un par exemple ici qui va faire jusqu'à presque 4 mètres de large. Il faut imaginer les anciens qui avaient récupéré tous les cailloux qui étaient autour, charriés pierre par pierre, ici, d'accord, pour pouvoir dégager de l'espace, faire en sorte que l'herbe ou le lavandin, qui était aussi exploité pour de l'huile essentielle, puisse se développer davantage. Ce muret très très large a permis aux bergers en fait, de venir bâtir à l'intérieur une capitelle, donc tout en pierre sèche, il n'y a pas du tout de ciment. Et ça lui permettait de se mettre à l'abri, que ce soit de la tramontane, du marin ou d'une pluie, ou même de pouvoir laisser des outils à la nuit ici tranquillement. Quel savoir-faire là. Oui, et un savoir-faire qui s'est un peu perdu, malheureusement. Savoir-faire et sens de l'observation. Car les hommes ont su utiliser au mieux ce que la nature avait ici à proposer. Une fois dépierré,
Les terres les plus riches ont été utilisées dès l'époque romaine pour planter de la vigne. Il fallait de l'audace pour oser faire du vin si près du vent du large. Là, on arrive vraiment au bord de la mer, c'est impressionnant. Ces falaises, elles sont assez atypiques finalement sur ce littoral. Oui, tout à fait. C'est le seul affleurement rocheux qu'on peut retrouver depuis Marseille, l'Estac. Et sinon, il faut attendre d'arriver là-bas sur le pied des Pyrénées et le massif des Alberts pour retrouver un affleurement rocheux. Il y a des lumières incroyables, tout d'un coup la falaise devient complètement blanche. On la voit de loin du coup quand même, hein, cette falaise quand on est en mer. Exactement, oui. Et les Grecs aussi l'ont repéré très rapidement. Parce que leukos en grec ça veut dire blanc, c'est ça? L'origine de leucate notamment est attribuée au mot leukos pour rappeler la couleur blanche de la falaise dès que le soleil vient de l'éclairer. C'est visuellement aussi assez étonnant, on a l'impression de voir un millefeuille, un gâteau. Une couche dure de calcaire, une couche molle de marne, c'est une sorte d'argile. Malheureusement, cette couche molle de marne est très friable, donc sous l'effet de l'érosion par le vent et la mer, va se dissoudre très rapidement, tant et si bien que l'affleurement de calcaire va se retrouver un peu instable, comme posé dans le vide. Ça, en fait, ça tombe par le haut, pas par le bas, quoi. Oui, c'est un des petits dangers, c'est pour ça qu'on invite le public à ne jamais marcher vraiment en bord de falaise. Tous les blocs viennent à se décrocher par le haut. Donc ça peut être des petits blocs de 10 kg ou des blocs de quelques tonnes. On atteint maintenant la partie nord du plateau de Leucate et là ça s'arrête. Et alors quelle plage, ça change totalement de physionomie. Ah, rien à voir, effectivement. Là, on se retrouve devant une plage qui a fait 8 km de long. Cette plage des Coussouls, qu'on peut appeler également le lido des Coussouls. Le lido, par chez nous, c'est ce banc de sable qui vient séparer la mer d'un étang qui est situé à l'arrière. Donc ici, c'est l'étang de La Palme. D'accord. Ce lido des Coussouls a une particularité, c'est le gros naturel. Le gros, c'est ce chenal qui permet de faire la communication. Alors qu'on voit là, hein, qu'on aperçoit effectivement. Voilà, l'entrée d'eau. Il est ouvert en ce moment entre la mer et l'étang de La Palme. Ici, le gros a un fonctionnement naturel. Donc, il ne reste plus qu'un en Languedoc-Roussillon, c'est le dernier. Donc on essaye de veiller dessus du mieux possible parce que c'est la nature qui va décider si le gros doit être ouvert ou fermé. C'est la variation du niveau d'eau qu'il va y avoir dans l'étang de La Palme ou les tempêtes de la mer qui vont décider ou pas de son ouverture. Voilà. On est sur un espace naturel préservé, un site Natura 2000, un des derniers écrins naturels du parc naturel régional de la Narbonnaise. Pour autant, on ne veut pas l'interdire à la fréquentation. Voilà, on veut réussir à ce délicat mariage entre préservation et quand même venue du public et de tous les sports de nature qui respectent le milieu. Considéré comme l'une des plus belles plages de France, le site de la Franquie est le Graal des amateurs de windsurf et de kitesurf. Depuis plus de 20 ans, Leucate accueille le Mondial du vent, l'une des plus importantes compétitions internationales. 160 000 spectateurs viennent chaque année admirer l'élite des sports de glisse. Pascal Maca, ancien champion du monde de windsurf, en a longtemps été le directeur sportif. Donc toi, tu es 3 fois champion du monde en windsurf. C'est quelle vitesse que tu as atteint? Alors mon meilleur temps c'est 88 km/h en 90. C'était les dernières tentatives que j'ai faites en Camargue. Et après j'ai voulu rester dans ce milieu-là parce que c'est vraiment une communauté énorme où on recherche beaucoup et on essaie de faire avancer les choses. Aujourd'hui, pour toi, c'est juste le calme plat. Il y a zéro vent, quoi. Là, mais normalement, ça souffle à combien ici? Ici, il y a entre 60 et 100 km/h, donc on a des conditions de vent parfaites pour la pratique. Il y a plus de 200 jours de vent par an sur cette plage. Le vent vient du nord-ouest et accéléré entre les Pyrénées et le massif des Corbières. Donc il y a un effet Venturi très local. Il s'accélère à la sortie sur la plage des Coussouls. Et alors là, ça devient magique, quoi, parce que le vent souffle fort. L'hiver dernier, j'ai relevé des forces de vent à 120, 130 km/h. Donc là, on devient un fétu de paille, on essaie de naviguer, on ne tient pas sur la surface de l'eau. Donc on sait qu'à un moment donné, on ne maîtrise plus rien. Et c'est cette force-là qui est vraiment intéressante de défier. Ce mondial du vent, ça fait plus de 20 ans qu'il existe. Qu'est-ce qu'il y a d'ailleurs comme type de compétition ici, les différentes disciplines? Alors il y a plusieurs disciplines. Il y a du freestyle en kitesurf, donc qui est une discipline d'expression qui est très prisée aussi par les internationaux. Des lâchers de barre, c'est des kite loops, c'est des figures très risquées et très périlleuses et surtout très très hautes.
On a une discipline de vitesse, kite et planche confondues. En fait, vous êtes très très proche de la plage elle-même lorsque vous prenez ces runs. Ah oui, tout à fait, on rase le bord en fait. L'avantage de raser le bord, c'est qu'on a un clapot qui est moins important qu'au large, évidemment. Et ça permet d'avoir déjà une trajectoire et ensuite de profiter de la qualité du plan d'eau qui est très plate, justement, à proximité du bord. Et ça permet de glisser plus vite. Qu'est-ce que tu ressens quand tu es à cette vitesse-là, quasiment 90 km/h sur l'eau? C'est de l'adrénaline, hein, c'est de l'endorphine mélangée, c'est des sensations très très fortes. On a la limite d'exploser. Et il faut se battre avec ce vent pour essayer d'en sortir le meilleur, d'avoir le meilleur run possible, la meilleure glisse. Donc il faut piloter en somme, avoir un matériel très très bien réglé et préparé. Donc il y a vraiment un défi, un duel entre nous et les conditions. T'as les yeux qui brillent hein, quand tu parles quand même de... T'es bien quand t'es sur ta planche et que tu vas vite. C'est fabuleux d'être sur l'eau, de glisser sur un élément. Et là on en revient à tous ceux qui naviguent en haute mer. Là on pense aussi à ceux du Vendée Globe. On a une sensation de liberté. Il n'y a pas des gens au tire-fesses qui vous parlent de choses et d'autres que vous n'avez même pas envie d'entendre parfois. On est seul, on pense à ce qu'on veut. On peut même pratiquer une forme de méditation sur l'eau. On a des kilomètres ici qui nous permettent de glisser à pleine vitesse au bord de la plage. Voilà, donc c'est des sensations très fortes, ça m'en donne même des frissons. Donc c'est vrai que c'est une discipline qui est géniale. Ça a une influence sur le caractère des gens ici, en fonction du vent? Est-ce qu'on est plus ou moins nerveux, plus ou moins chaud, entre guillemets? Ah ça, je l'ai constaté. C'est sûr que les gens qui ne pratiquent pas nos disciplines extrêmes comme le kite et la planche, ces gens-là, à un moment donné, sont énervés, sont excités par le vent et le ressentent vraiment d'une manière complètement différente. Mais tous ceux qui sont dans notre communauté et qui pratiquent nos disciplines, alors ceux-là, ils sont ravis, ils vivent calmes et ils sont en très bonne forme physique et en état d'esprit parfait. Portés par le vent, nous arrivons maintenant à Gruissant. Au sommet d'une petite colline, la tour Barberousse, dernier vestige d'un important château médiéval qui protégeait le port de Narbonne. C'est autour de ce castel que le village s'est développé, formant cette étonnante circulade. Au soleil couchant, Gruissant célèbre le mariage des éléments et de la lumière. Quand au petit matin, le soleil réapparaît, on découvre un paysage qui raconte une autre page importante de l'histoire de la région, la récolte du sel. L'exploitation de cette ressource naturelle remonte à la période romaine. Là encore, le sens de l'observation a permis aux hommes de jouer au grand ordonnateur de ces espaces amphibies. Mais c'est un métier qui est complètement intégré à son environnement, parce qu'en même temps qu'on pompe l'eau pour cristalliser le sel, on recrée des milieux qui sont favorables à la nidification. Les flamants roses viennent se nourrir sur nos sites. Les salins, maintenant, sur la côte méditerranéenne, avec l'urbanisation qu'a connue la côte, ce sont de vrais conservatoires naturels. Et je dirais même mieux, conservatoires même humains, parce qu'en faisant du sel, un vrai produit, on maintient l'environnement et on fait vivre des êtres humains qui font partie de la biodiversité aussi. Sur le principe, à Salins, c'est relativement simple, mais dans les faits, c'est quoi, un sacré savoir-faire? C'est un métier où on prend l'eau de mer et on l'amène sur nos terres. Cette eau passe d'un bassin à un autre. Du fait des évaporations successives, elle se concentre. Elle fait un circuit de 40 km sur le site. Et au bout de ce circuit, on a une saumure saturée. Et là, le sel peut se précipiter au sol. Et à la fin de l'été, on récolte le sel. Un jour comme celui-ci, tu te dis, ça donne quoi dans mon salin? C'est bien, pas bien? Ça donne de belles images. Un bon moment compensable, mais pour la production de sel, il manque un élément qui est indispensable. Et c'est pour ça qu'il y a les salins de la Narbonnaise, c'est qu'on a du vent. Voilà, on a beaucoup de vent ici. C'est nécessaire, ça. C'est indispensable parce que ça double l'évaporation. On fait des éoliennes pour faire l'électricité. Nous, on a même su faire mieux. On fait, avec du vent, on fait directement du sel. Voilà.
Après 100 ans d'exploitation, les salins de l'île Saint-Martin, jugés non rentables, ont été fermés en 2007. Une décision inacceptable pour Patrice, dont le père était maître saunier ici même. Aidé par la commune, il décide alors de relancer l'activité. Aujourd'hui, le pari est gagné, le salin revit. On est en train de monter sur une camelle, cette pyramide de sel. Tu te rappelles la première fois où tu es monté sur ces endroits? Gamin, c'était pas le mercredi, c'était le jeudi à cette époque-là. Hein. Je suis un peu d'ancienne école. Et les jeudis, je venais avec mon père et je faisais petits bateaux en bois, courir sur les canaux. Et je voyais tous ces ouvriers, toutes ces personnes qui travaillaient sur le site. C'est un beau milieu quand même. Voilà. Donc je suis tombé amoureux dès ma jeunesse de cet environnement-là. Lorsqu'on dit sel, on pense généralement celui qu'on utilise pour faire de la cuisine, mais il y a des tas d'usages. Par exemple, celui-ci, il sert à quoi? Mais celui-ci, il est prêt à partir dans le Massif central, hein, pour nous permettre de circuler, de descendre de Paris ou de remonter sur Paris. C'est la principale activité pour dessaler justement les routes contre la neige C'est notre grosse production en volume. Mais après, on a aussi des produits patrimoniaux. On a la fleur de sel, des sels qu'on récolte manuellement, hein, qui sont sur le site. Et c'est un métier qui colle vraiment avec la réalité d'aujourd'hui. On a prélevé l'eau à la mer, on a cristallisé du sel, on va le mettre sur les routes, il va pleuvoir. Ce sel va se dissoudre, il va retourner à la mer et l'an prochain, on recristallisera peut-être le même. Ces cristaux de sel, c'est une matière première renouvelable. En perpétuant une histoire familiale, Patrice a réussi à redonner une deuxième vie à ce patrimoine. Chaque année, 40 000 visiteurs découvrent la magie des lieux, le savoir-faire des anciens et les idées parfois un peu folles de cet amoureux des salins. Allez, je t'en prie. Alors elles viennent d'où ces huîtres? Elles viennent du salin, ce qui est paradoxal parce que sur les salins, normalement, il n'y a pas d'huîtres. Mais dans les premiers bassins où il n'y a pas encore eu de la concentration, on a quand même la possibilité de développer des activités aquacoles. Voilà. Tu vis en permanence en fait au milieu des éléments, toi, le vent, le soleil, la nature. Et oui, c'est là que ça devient difficile de travailler. Hein. Mais quand même, on le fait. Hein, tu vois, et on le fait avec plaisir, parce que même si travail, ça vient de tripalium, que ça veut dire souffrir, hein, souffrance. Ouais. Pas désagréable, c'est une souffrance. Là. Mais puisque tu fais des références latines, salaire, ça vient aussi d'un mot latin qui dit l'importance du sel dans l'histoire des hommes, non? Le salarium, hein, c'était la partie de la solde des légionnaires romains qui leur était payée en sel. Je vais te dire là, on est plutôt pas mal. Alors les huîtres succulentes, l'eau qui est en train de devenir de plus en plus rose. Il y a des reflets roses incroyables. Pourquoi il y a cette couleur dans l'eau? Alors c'est dû à une microalgue qui s'appelle la Dunaliena salina. Et elle a une faculté, cette algue, à l'inverse de beaucoup d'organismes biologiques, c'est qu'elle arrive à vivre dans des milieux hyper salés. Et c'est un rapport avec la couleur des flamants? Quand on dit flamant rose, pourquoi ils ont cette couleur-là? Parce que cette algue, pour se protéger des ultraviolets, secrète une carapace bêta-carotène. Et donc les flamands qui se nourrissent de petits crustacés qui, eux, ont consommé la Dunaliena salina, concentrent le rose au bout de leurs ailes. Ça donne un sens à la vie, de pouvoir aussi admirer la beauté de la nature et du travail des hommes. Ce qui est important, c'est que c'est l'activité humaine qui a géré tout ça. Parce que les Haïtiens qui ont commencé, qui ont fabriqué ces salins, qui ont réfléchi. Et nous, on est juste un maillon entre les Haïtiens qui ont développé. On est là et demain, il faut que ça continue. Voilà. Et on est dans cette logique. On travaille l'agriculteur, tout simplement. Le nez au vent, marchons sur l'eau presque tel un oiseau, c'est depuis l'étang du Doubs, la Périaque de mer, que nous allons vous saluer. Une lagune, là encore, étonnante, car cette eau a une teneur en sel supérieure à celle de la mer Morte. Exploités durant plus de 3 siècles, ces anciens salins, aujourd'hui au cœur du parc naturel de la Narbonnaise, sont devenus un lieu de promenade et de découverte.
La preuve qu'un site artificiel, aménagé, créé par l'homme, peut aussi devenir, grâce à ces mêmes hommes, un endroit riche de biodiversité, propice à la rêverie.